Aujourd'hui, j'étais dans mes promenades et j'ai pu prendre le journal gouvernemental Fraternité Matin. Et à la page 15, ma surprise fut grande. Et pourquoi? Voilà ce que je vais vous lire. Travaux de renforcement de la route du Nord. Ça veut dire, les routes du Nord là, les endroits qui sont gâtés là, on va arranger. Section Ouangolodougou, frontière Mali 100 km. Donc les parties qui sont gâtées sur la route, entre Ouangolodougou jusqu'à la frontière du Mali, on va arranger 100 km dedans. Ouangolodougou, frontière Burkina Faso, 32 km. La partie aussi qui est gâtée sur la route entre Ouangolodougou et puis la frontière du Burkina Faso, on va arranger 32 km dedans. Et 30 km de voirie urbaine associée. Après ça, ils vont faire 30 km de goudron à l'intérieur de la ville de Ouangolodougou. Et je me suis dit, ça sera très bien pour nos entrepreneurs ivoiriens. Et donc, il a écrit avis de préqualification NS 66/2025, émis le 15 avril 2025. Ils disent que c'est depuis le 15 avril 2025 que le papier là est sorti. Mais c'est aujourd'hui, nous on a vu ça dans Fraternité Matin d'aujourd'hui même là, le 8 mai 2025. Et donc, j'ai dit, je vais lire. Additif numéro 01. Le présent additif modifie les documents de préqualification comme suit. Donc, ils disent que quand ils ont mis ça dans Fraternité Matin là, ils ont mis ça avec tous les nouveaux changements pour que ceux qui veulent puissent pouvoir participer. Pièces des documents de préqualification. Modification apportée. Clause IAC 17,1 est modifiée comme suit. La date limite des dépôts de dossiers de candidature est 2. La date, c'est le 22 mai 2025 à 10h00. Si tu veux déposer tes dossiers pour que tu aies ce marché-là, il faut que tu déposes les dossiers, en tout cas au plus tard le jeudi 22 mai 2025 à 10h00. Jusque-là, tout va bien. On était content. Section données particulières, ça c'est la deuxième partie. La clause IAC 19.1 est modifiée comme suit. L'ouverture des DCC aura lieu le jeudi 22 à 10h30 heure locale. L'adresse et les autres dispositions de la clause restent inchangées. Ce qui nous intéresse bien sûr, c'est maintenant l'ensemble des critères. Et donc dans la section 3, critères d'évaluation et de préqualification. Les critères, ça veut dire les conditions qui vont faire que toutes les entreprises qui font goudron mais qui arrangent goudron en Côte d'Ivoire là, peuvent participer à ce projet-là. Ce sont les critères-là qu'ils vont citer. Situation et performance financière. Le paragraphe 3 des conditions requises pour ce critère est modifié comme suit. Soumission de bilan vérifié ou, si cela n'est pas requis, par la réglementation du pays, du candidat, autre état financier acceptable par le maître d'ouvrage pour les 3 dernières années précédentes, la date de remise de la candidature. Les candidats auront le choix de fournir les états financiers pour les périodes suivantes 2022, 2023, 2024 ou 2021, 2022, 2023. Tout ça là, tout le monde peut faire ça. Mais là où les choses deviennent intéressantes et ce qui fait qu'on a lu cet article-là pour vous présenter, on n'est pas en train de rêver, on est dans la réalité. Ça se passe aujourd'hui, 8 mai 2025. Et c'est dans Fraternité Matin, la page 15. Et voici ce qu'on nous dit pour les critères d'affaires annuelles moyens. La condition requise pour ce critère est modifiée comme suit. Donc maintenant, avoir un chiffre d'affaires annuel moyen des activités de BTP réalisé d'au moins 150 milliards de francs CFA et qui correspond au total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou achevés sur les 5 dernières années précédant la date limite de remise des candidatures. Les candidats auront le choix de fournir les informations pour l'une des 2 périodes suivantes,
2020, 21, 22, 23, 24. Ou 2019, 20, 21, 22, 23. Toutes les autres dispositions relatives à la section 3, critères d'évaluation et de préqualification, restent inchangées. Toutes les autres dispositions des documents de préqualification restent inchangées. Signé M. Edoukou-Ka Valère, directeur des marchés et contrôle. Et là, ce qu'on nous dit là, c'est simple, hein, tout français qu'on a dit là. Nous, on va faire ça simple, parce que nous, on ne comprend pas français. Ils disent, si tu es une entreprise de BTP, actuellement là, entre la frontière Ouangolo, Mali, et puis Ouangolo, Burkina Faso là, ils vont faire goudron là-bas. En plus, ils vont faire 30 km de goudron à l'intérieur de la ville de Ouangolo. Maintenant, ils ont lancé ça dans le journal officiel pour les entreprises ivoiriennes. Tout français qu'ils ont dit, papier là, tout ça c'est long. Ce qui est important là, ils disent que si ta société veut participer là, il faut que sur les 5 dernières années là, chaque année, tu as fait un chiffre d'affaires de 150 milliards. Ça veut dire, toi, ta compagnie là, ça doit faire 150 milliards de chiffre d'affaires. Donc, les 5 dernières années là, pour que toi, tu puisses être dans le projet là, pour qu'on puisse te donner un peu de marché dans le projet là, il faut que toi, ta compagnie que tu as là, tu n'as qu'à faire 150 milliards depuis 2019, 2020, 2021, 22, 23. Ou bien 2020, 21, 22, 23, 24. Ça fait 5 ans, non? Voilà. Donc, quand tu multiplies 150 milliards fois 5, ça fait 750 milliards. C'est là que moi, mon problème commence. J'ai dit, oh, qui en Côte d'Ivoire peut faire un chiffre d'affaires de 150 milliards? Ça veut dire, vous qui nous écoutez ici, là, ce que j'ai dit là, tout le monde a bien compris, non? Bon, montrez-moi une société de BTP ivoirienne qui fait 150 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est la question que je pose, parce que moi, je ne suis pas intelligent. Moi-même, je sais. Mais, si vous connaissez une société qui fait 150 milliards de chiffre d'affaires dans le BTP, et que c'est une entreprise ivoirienne là, montrez-moi, donnez-moi son nom. Chers parents, en vérité là, ça là, ils ont fait pour que les Ivoiriens ne participent pas. C'est ça, je veux montrer à tout le monde. Et ça là, c'est un sabotage des programmes du gouvernement. C'est un sabotage des efforts que le président Ouattara est en train de faire. C'est un sabotage des efforts consentis par les Ivoiriens. Où tu vas enlever? Parce qu'ils disent encore, en plus de faire 150 milliards par an, il faut multiplier les 5 dernières années. Il faut prouver que tu as fait un chiffre d'affaires de 750 milliards de francs CFA. Ça là, c'est pas pour donner le marché aux Chinois, c'est pas pour donner aux Turcs, c'est pas pour donner aux Français, c'est pas pour donner aux Américains. Nous, on n'est pas d'accord pour ça. Ça là, je sais que c'est pas le gouvernement. Ça là, ils n'ont qu'à réétudier leurs conditions. Il faut qu'ils changent. De la manière hier, on a le barreau des avocats ignorants là. Et puis, il y a une section qui est sortie pour parler. C'était quelle section déjà là? De la manière hier, on est sorti pour dire aux barreaux là leur mauvais comportement. Et puis, quelques heures après, le Conseil supérieur de la magistrature est sorti pour venir les désavouer, pour dire que ce qu'on a dit là, ce que j'ai critiqué hier là, quelques heures après, le Conseil supérieur de la magistrature les a appelés par un, il dit, oui, ce que l'éclaireur dit, c'est vrai. Si vous avez vu quelque chose là, qui a fait quoi? Comment la personne s'appelle? Et celui qui a fait quelque chose, comment il s'appelle? Et puis maintenant là, si vous avez vu des choses là, venez citer, et puis on va aller voir ensemble. Ça s'appelle de la responsabilité. Et tout le monde a pu voir la note, ça circulait partout, et tout le monde a pu voir ça. Ça veut dire que, chers Ivoiriens, il faut qu'on se lève pour critiquer. Ceux même qui sont des entrepreneurs ivoiriens, vous devez venir parler, et vous devez avoir de la voix. Ce n'est pas normal. Organisez-vous en groupe et allez voir le Premier ministre. C'est comme ça qu'il y a 2-3 ans, les gens ne payaient pas l'argent des gens. C'est nous, les EPV, on est rentrés au bureau du Premier ministre pour régler ce problème-là. Mais vous-même, les concernés, qu'est-ce que vous faites? Mais à un moment, vous devez aussi vous lever. Vous devez vous organiser. Si on veut, aujourd'hui, on doit faire la priorité aux entreprises ivoiriennes. On va enlever 150 milliards où? Qui peut enlever 150 milliards où? Mais si on impose de telles conditions, c'est comme si on était en train de tuer l'entrepreneuriat ivoirien.
Et ça, quand j'ai vu, j'ai dit, moi, je ne m'étirerai pas là-dessus. Moi, je vais sortir pour parler. Parce que, c'est vrai, le gouvernement fait des grands efforts. Mais, quand on vient voir dans le journal officiel de la République un tel sabotage des efforts du gouvernement, c'est notre responsabilité d'interpeller le gouvernement pour lui dire, ah, ce que vous avez fait là, c'est bien, hein, mais il y a des gens qui sabotent. C'est du sabotage. Parce que on doit mettre une classification et une catégorisation des entreprises en faisant la faveur aux entreprises ivoiriennes. Mais ça là, toutes les entreprises ivoiriennes, sauf erreur de ma part, j'attends que quelqu'un vienne me dire qu'une entreprise ivoirienne peut avoir fait un chiffre d'affaires sur les 5 derniers 750 milliards de francs CFA. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Et ça, moi, je souhaite que les gens interpellent le gouvernement, interpellent ceux qui sont dans les ministères pour que ce genre de pratique-là cesse. Il faut que de facto, on impose que 50% des marchés, sinon même 80% des marchés reviennent aux Ivoiriens sans condition. Je le dis et je le répète, 50% des marchés doivent revenir aux Ivoiriens. Parce que les grandes entreprises que vous voyez là, quand ils reviennent là, pourquoi c'est contradictoire? Parce que le gouvernement a un quota local. Le gouvernement dit, vous devez travailler tel nombre d'Ivoiriens. Ça veut dire que l'expertise est là. Mais en Côte d'Ivoire, là, c'est l'argent qui manque aux gens. Et c'est la responsabilité du gouvernement d'aider les gens et d'aider ceux qui sont les entrepreneurs. Mais si on impose des conditions qui sont au-delà de leur capacité, qu'est-ce qu'on veut d'elles? On tue l'entrepreneur local pour enrichir des gens et demain on est surpris que notre entrepreneur ne décolle pas. Et donc ça ne sera pas dans les jolis mots, mais ça sera aussi dans la capacité d'être résilient et de pouvoir affronter la réalité. Si on veut aider quelqu'un là, il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas se limiter à des mots, à des slogans. Et ça, je n'accuse pas le gouvernement, j'accuse les secteurs des différents ministères. Vous devrez aujourd'hui tenir compte de la réalité en Côte d'Ivoire et faire les choses en fonction de ce qui va avec les capacités de nos entrepreneurs locaux pour les soutenir. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose qu'il faut dire, j'ai aussi découvert dans mes enquêtes, j'avais entendu à Lozoa là-bas, là. Lozoa là, c'est vers la côtière là-bas. C'est chez nous les Dida là. Il y a une compagnie là-bas qui s'appelle CML. Eux là-bas, là, ils sont en train d'enlever le manganèse qui est là-bas. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Nous sommes d'accord. Parce que manganèse, là, nous, on ne peut pas enlever pour faire sauce tchétchéra avec ça. On ne peut pas faire sauce graine avec ça. On ne peut pas faire sauce gnagna avec ça. On est d'accord. Mais ceux qui viennent enlever là-haut, si eux-mêmes, ils occupent toutes les chaînes du début jusqu'à la fin, les Ivoiriens gagnent quoi? Et je vais vous donner un exemple. Vous voyez, non? C'est eux qui font l'extraction du manganèse à Lozoa. C'est pas Lozoa ville, hein? C'est un village à côté de Lozoa. C'est eux qui font ça. Et quand ils font sortir les terres là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des privés, c'est-à-dire des Ivoiriens, des petites entreprises. Mère Sali connaît le père Amara Bakayoko. S'ils ont pu payer une benne là, dans les différents contrats là, eux là, leur benne là peut transporter le minerai pour aller avec ça au port. Qu'est-ce qu'on a constaté? CML vient de couper le pain de la bouche des Ivoiriens. Ça veut dire, petit transport de bennes que Maman Sali avec le père Bakayoko ont pu mettre en pied là. Ils ont gâté ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand les parents payent les bennes et puis commencent à transporter le mangamère pour quitter de Lozoa pour aller au port là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne payent pas les gens. Ils refusent de payer ceux qui ont transporté le minerai. Et qui sont ceux qui font ça? Ce sont des gens qui sont à la direction de CML. CML, là, c'est la compagnie minière du littoral. Je les prends par les noms parce que ce que je dis là, c'est la vérité. C'est la vérité pure et dure. Et moi, je ne suis pas là pour faire dans les états d'âme. Ça veut dire, petit mangement, transport pour transporter, pour avoir quelque chose dessus là. Il y a des gens là-bas, ceux qui doivent payer les gens là. Il y a certains parmi eux à la direction de la compagnie qui s'appelle CML, c'est-à-dire la compagnie minière du littoral. Qu'est-ce qu'ils font? Si toi, tu fais transport, quand il s'agit de te payer là, on refuse ton paiement, on retarde ton paiement, on te fait des va-et-vient, 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 va-et-vient. Quand tout le monde est découragé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelque temps après, on voit, c'est eux-mêmes qui ont payé des nouveaux véhicules. Et puis maintenant, il y a des gens dans la compagnie là, c'est eux-mêmes qui font le transport là. Tout l'argent là vient dans leur poche. Est-ce que ça là encore c'est bien? Ce n'est pas bien. Et c'est sur ça que le ministère des Mines
et la direction des mines doit travailler. Et c'est elles, ces institutions-là que j'interpelle ici. Le ministère des Mines et la direction des mines de la Côte d'Ivoire. Si vous ne savez pas, on va vous donner le bénéfice du doute. Prenez ce que j'ai dit comme un mensonge. Ils vont vous cacher la vérité du faux. Mais moi, là, je ne peux pas me mettre dans quelque chose si on n'a pas de preuves. Ah oui. Et donc, chers parents, vous qui êtes le ministre des Mines et ceux qui travaillent à la direction des mines, s'il vous plaît, levez-vous. Permettez que nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, permettez qu'on puisse mettre les petites et moyennes entreprises en place. Permettez que la corruption ne finisse pas à avoir raison de nous. Parce que trop, c'en est de trop. Même simple convoyage des marchandises encore là, c'est-à-dire de l'extraction jusqu'au transport, là, ils ont tout pris. Et ça, ce n'est pas bien. Et ça doit cesser. Je vais parler en fait de la question que tu as abordée, la question de la préférence la faveur, favoriser les entreprises nationales dans les travaux publics là, avec ce que tu as montré. Je suis entièrement d'accord avec toi que c'est, disons, ceux qui sont autour du président, il y a beaucoup, en tout cas beaucoup de fonctionnaires qui sont, on va dire, des vrais saboteurs. Ce sont des gens qui, en général, vraiment ne facilitent pas la tâche au président. Il faut le reconnaître. Mais ce que je peux dire, hein, éclaireur, il y a des dispositions légales hein, qui sont prévues pour la préférence nationale. Il y a l'article 73 du code des marchés publics qui, je pense, fait allusion à ça. Cet article-là permet de prévoir des marges de préférence allant jusqu'à 15% pour les entreprises locales, avec des bonus supplémentaires pour les sous-traitances à des PME locales ou des artisans. Ça veut dire quoi? En fait, de ce que je sais, hein, quand le président Ouattara est arrivé au pouvoir, effectivement, dans les travaux publics, là, il avait fait favoriser beaucoup d'entreprises locales. Mais il se trouve que, tu connais nos frères, hein, on a ce gros défaut là, quand les premiers versements que les gens reçoivent là, pour commencer les travaux, la première des choses que les gens faisaient, c'était d'aller s'acheter de grosses voitures, aller changer les garde-robes à Paris, faire des gros voyages, faire voyager les femmes. Bon, après quand on vient pour contrôler le marché, on vient se rendre compte que le gars n'a pas avancé. On a oublié de leur arracher le marché et de réattribuer le marché à d'autres personnes. Ça a été ça au début. Et je pense que c'est dans ce sens-là que cet article 73-là a été pris pour pouvoir aider l'entreprise nationale, mais surtout la sous-traitance. C'est-à-dire quand les grosses structures qui viennent pour exécuter les marchés, je prends l'exemple du 5e pont, parce que j'ai participé à ça, pas en tant qu'entreprise, mais en tant que quelqu'un qui a aidé une entreprise chinoise. L'entreprise, c'est vrai, n'a pas gagné le marché, mais j'ai vu le cahier des charges. Alors, ça s'est passé comment? De façon très concrète. Les entreprises ont soumissionné. Il y avait des entreprises françaises, il y avait des entreprises chinoises, il y avait plusieurs entreprises chinoises, 2 ou 3, je crois. Et puis, il y a une entreprise qui a gagné. Celle qui a exécuté le marché, c'est cette entreprise qui a gagné le marché. Dans les clauses, je pense, on impose à l'entreprise chinoise ou l'entreprise étrangère qui a le marché d'avoir des sous-traitants ivoiriens. Et les sous-traitants ivoiriens, c'est pour que les gens puissent apprendre le métier, avoir l'expérience de gestion de ce genre de marché, être encadré et pouvoir profiter de l'intelligence et de la technologie des étrangers, enfin des entreprises étrangères. C'est un peu ce que le président Ouattara a souhaité. Maintenant, est-ce que c'est lent? Est-ce qu'il faut aller au-delà? Je pense que oui, on peut aller au-delà. Depuis quand même 15 ans que ces choses-là sont pratiquées, on peut peut-être, au lieu de 15%, on peut monter jusqu'à 20% ou 30% de préférence pour les entreprises locales. Ça, c'est vraiment une sorte de plaidoirie que je peux faire. En plus du fait que ces entreprises locales-là, on peut comment j'appelle ça, les amener à soumissionner avec des entreprises internationales, former une sorte de panier
de soumissionnaires, c'est-à-dire on forme une sorte de GIE, groupement d'intérêt économique, pour pouvoir justement soumissionner ensemble. Pour ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Hein. Mais il faut savoir que déjà, honnêtement, tu as raison de dire que ce n'est pas le gouvernement que tu condamnes, que ce sont plutôt ceux qui sont autour que tu condamnes. Tu as raison, puisque le gouvernement a prévu quelque chose. Donc, comme je l'ai dit, c'est pour renforcer, d'abord stimuler l'économie locale, mais renforcer également les capacités des entreprises ivoiriennes, parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut les encadrer. Si on n'encadre pas nos parents là, tu les connais, hein, voilà, ils prennent l'argent pour s'amuser. Maintenant, il y a des réalités dont tu as parlé. Et moi, j'ai aidé un ami qui a soumissionné sur un marché public. Il a gagné le marché. Mais je peux te dire, éclairer Alpha, moi, j'étais consultant de mon ami. Je te le dis en toute honnêteté, j'ai été choqué, désagréablement, j'ai été choqué, ça m'a fait très mal et ça me fait encore mal d'en parler. Nos frères là, qui sont à la manœuvre, je t'assure, les gens ne sont pas bien. Les gens préfèrent favoriser les entreprises étrangères de la sous-région. Je vous dis ça honnêtement. En fait, ils préfèrent même que les marchés soient donnés à des entreprises étrangères, notamment même de la sous-région. Ils peuvent favoriser une entreprise sénégalaise hein, vis-à-vis d'une entreprise ivoirienne. Ça, je vous le dis honnêtement, parce que mon ami a failli être victime de ça. C'est parce qu'il a tenu bon. Sinon, même il y a un jeune homme, un Ivoirien qui était censé faire la supervision des travaux. La pression qu'ils ont mise sur l'enfant, là, c'est Dieu seul qui sait. Mais l'enfant a résisté. Parce que nous, on était derrière, on était en bas en train de lui dire, s'il ne résiste pas, si jamais il y a un problème demain, c'est lui qui sera montré du doigt. Ils vont jamais reconnaître qu'ils étaient en bas en train de mettre la pression sur lui. Et heureusement, le jeune homme a résisté et ça s'est bien passé. Mon ami a gardé son marché et je peux te dire, à la fin de la journée, c'est mon ami qui a été le meilleur. C'est-à-dire, lui, il a très bien exécuté son marché, il a vu jusqu'au bout, il a respecté les délais, il a livré un travail propre. Mais c'est les entreprises sénégalaises et béninoises pour lesquelles les gars se battaient là, pour qu'eux, ils aient le gros lot là. Ces entreprises sénégalaises et béninoises se sont cherchées pour terminer. Je ne sais même pas si elles ont pu terminer comme il se doit, le marché. C'est pour te dire que ce que tu as dit là, c'est la vérité. C'est l'Ivoirien même qui est mauvais envers ses propres frères. Nous, on est trop méchants. Tellement on veut manger là. Le président ne peut pas il ne peut pas tout vérifier, il ne peut pas tout contrôler. Humainement parlant, il ne peut pas. C'est nous qui sommes dedans là. Nous qui exécutons les choses là. C'est nous qui devons faire quand même preuve de patriotisme. Voilà la réalité. Ça, je te le dis, j'ai participé. Ça, c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas quelque chose, une anecdote qu'on m'a racontée. J'ai été témoin et même acteur dans l'ombre. Puisque moi, je faisais une sorte de travail pour le gars. J'étais censé lui donner des conseils et puis faire. Il y a des travaux que j'ai fait pour lui pour qu'on puisse. La chose bien se passer. Dieu merci. On a allé jusqu'au bout. Tout s'est très, très bien passé. Voilà. Donc, je tenais à préciser ça. On dit que le gouvernement a prévu quelque chose en termes de texte. L'article 73 du Code des marchés publics prévoit quelque chose pour justement aider les entreprises nationales dans les marchés publics, des travaux, ainsi de suite. Ça, c'est prévu. Maintenant, il y a le comportement de nos propres frères sur le terrain. Il faut aussi dénoncer, et c'est ce que tu as dénoncé. C'est ce que je dénonce également avec toi. Et je dis que moi, j'ai travaillé sur un marché public important parce que c'est une affaire de près de 4 milliards sur lequel nous on a travaillé. Voilà. Ça, c'est vraiment, je tenais à préciser ça. Maintenant, moi, je vais faire une plaidoirie. Faire une sorte de plaidoirie dans ce sens-là. Pour dire que l'objectif, c'est quoi? C'est de stimuler l'économie nationale locale, stimuler les entreprises locales, renforcer les compétences des entreprises nationales et créer une sorte d'emploi durable, c'est-à-dire faire en sorte que les PME là puissent progresser et tout le reste. Oui, il y a des textes, comme je l'ai dit, qui existent dans ce sens-là pour renforcer ces capacités-là. On peut passer de 15 à 20 ou à 30% dans le prochain quinquennat. On peut modifier les textes et au lieu de 15, on va aller à 30%. De la même manière qu'on parle d'impunité là, il faut que vraiment là, les gens soient très regardants pour éviter que les idées soient pipées.
Ça, c'est vraiment, c'est pas, ça ne nous donnons pas. C'est vrai. C'est tout ça là, la bonne gouvernance. Hein. Comme il y a des structures qui existent, il faut que les gens continuent de contrôler. L'inspection d'État doit continuer de faire son travail. Il faut qu'on contrôle les choses pour qu'on puisse sévir. C'est important. Ça, franchement, c'est la plaidoirie que je peux faire. C'est vrai, il faut encourager également les groupements locaux, c'est-à-dire les groupements d'intérêt économique pour faire des appels d'offres. Mais les Ivoiriens aussi, le problème, c'est qu'on est tellement mesquins et le nègre, malheureusement, les Noirs sont comme ça. Quand tu vas leur demander de se mettre en groupement d'intérêt économique, il y a un qui va doubler son camarade. Sinon, plusieurs entreprises ivoiriennes peuvent se mettre ensemble pour créer ce qu'on appelle un groupement d'intérêt économique. Les 175 milliards ou 173 milliards dont tu as parlé là, plusieurs entreprises peuvent se mettre ensemble et puis regrouper ça pour participer à des appels d'offres. Et ça peut marcher. Mais malheureusement, nos frères là, il y a toujours quelqu'un qui va chercher à doubler son camarade. Pour pas, d'abord, il faut que les gens changent d'abord leur façon de réfléchir et leur mindset. Si vous ne changez pas votre état d'esprit, ça va être compliqué. Quels que soient les bons tests qu'on va mettre en place, ça ne servira à rien. Ça, je vous dis là, je te dis en toute honnêteté. C'est ça le problème. Maintenant, il y a la mère Sali qui a fait un parallèle avec le Sénégal. Le Sénégal n'est pas mieux loti que la Côte d'Ivoire. Je fais des recherches sur la question. Le Sénégal n'est pas mieux loti. Le Sénégal a aussi, sur le terrain, ils ont le même problème. En termes, ils ont les textes comme pour la Côte d'Ivoire aussi. Je ne connais pas eux leurs textes précisément, avec beaucoup de précision, mais je sais qu'eux aussi, sur le terrain, là, ce n'est pas évident non plus. Eux aussi, ils ont du mal à s'en sortir. Au Ghana, ça existe et c'est plus effectif au Ghana qu'en Côte d'Ivoire. Même là-bas aussi, vous connaissez, hein, il y a la corruption qui passe par là. Hein. Voilà. Donc, je veux dire que, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effort à faire à Côte d'Ivoire, hein, mais je suis en train de préciser que les pays qu'on peut prendre, souvent, on voit comme si tout va bien là. C'est plus de slogans, plus de propagande que la réalité. Le président Ouattara, on se plaint souvent, on dit on ne communique pas suffisamment. Nous, l'État ivoirien n'est pas propagandiste. Mais faire la communication, c'est pas forcément. Il faut qu'on soit un peu propagandiste quelque part en faisant de la communication saine. Parce qu'il faut vendre son travail. Il faut communiquer sur ce qu'on fait. Si les gens communiquent correctement, il n'y a pas de raison que les citoyens lambda ne comprennent pas les efforts, ne sont pas informés sur les efforts que le gouvernement entreprend. Maintenant, qu'est-ce que les corporations font? Qu'est-ce que les groupements d'entreprises, les métiers, les corps de métiers qui existent, ils ont des syndicats, ils ont souvent des choses, des associations. Eux, ils font quoi? Ils ne réagissent pas. C'est eux qui doivent réagir vis-à-vis de ça. Toi, éclaireur, tu fais ton travail de communicant, tu viens, tu te plains parce que tu penses à l'intérêt des Ivoiriens. Toi, tu ne gagnes pas 100 francs dedans. Ceux-mêmes qui gagnent l'argent dedans, ils font quoi? Mais ils ne réagissent pas. Parce que tu vas trouver qu'il y a 1, 2 ou 3 personnes qui sont dedans, qui ont un certain nombre d'intérêts avec économique ou financier avec certaines personnes, certains décideurs qui préfèrent empêcher les autres de parler. Ils ferment sa bouche et ils empêchent les autres de dénoncer. Voilà ce dans quoi nous sommes. Il faut que les gens apprennent à se battre eux-mêmes. Voilà le problème. Il y a des chambres de métier. Pourquoi les chambres de métier là ne peuvent pas réagir? C'est professionnel, c'est des intérêts professionnels qui sont en jeu. Et puis la loi, elle est faite pour être contournée aussi. Mais il faut la contourner sainement, c'est ce que je dis. On dit 175 milliards de chiffre d'affaires pour une entreprise. Mais s'il y a un groupement d'intérêt économique, il y a 3, 4, 5 compagnies, sociétés qui se mettent ensemble, elles peuvent avoir, parce qu'en termes de travaux publics, les milliards, ça va très vite. Hein. Ah oui, les chiffres d'affaires là vont très très vite. Ça monte très 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 vite. C'est-à-dire que quand vous avez eu 2, 3, 4, 5 marchés de route, si vous êtes 5 compagnies, que vous avez eu, même si chacun a eu un seul marché, dans une année ou 2 marchés dans une année, quand vous mettez tout ça ensemble pour en faire un groupement d'intérêt économique, ça fait un chiffre d'affaires. Donc, vous donnez un nom à votre groupement d'intérêt économique et puis vous mettez, vous soumissionnez. Ils ne vont pas rejeter votre soumission. Parce que c'est un groupe d'intérêt économique et généralement, les corps de métiers peuvent se compléter, peuvent être complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a un, par exemple, qui est spécialisé dans les routes, mais dans les routes là, il y a plusieurs corps de métiers. Et en plus, le goudron, il est fabriqué à Abidjan. C'est SMB, Société multinationale du bitume, qui fabrique le goudron et qui sert quasiment
toute l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, et même souvent l'Afrique centrale. Parce que cette société a été aussi mon client. J'ai travaillé sur beaucoup de choses de la société multinationale du boutique. Donc, c'est un domaine qui est assez vaste. Chacun il y a différentes spécialisations et plusieurs spécialités peuvent se mettre ensemble pour former un groupement d'intérêt économique. Et la contribution de ce soir, nous souhaitons, nous proposons de la porter sur la formation à l'intérêt général. Cela nous semble d'autant important que quand on essaie de regarder l'histoire, la jeune histoire de la jeune République de Côte d'Ivoire, il apparaît clairement que nous avons un boulet au pied qui toujours nous fatigue, nous empêche de vraiment déployer toutes les capacités, en tout cas qui se meuvent dans ce petit pays-là. Évidemment, il y a quelques exploits, mais nous pouvons faire mieux et nettement mieux. Depuis donc quelques décennies, après, précisons-le, les soleils des indépendances, expression que nous a laissé feu l'écrivain Amadou Kourouma dans les soleils des indépendances, la Côte d'Ivoire cherche son développement au même titre que tous les autres pays en voie de développement. Mais figurez-vous que nous sommes avertis par un éminent économiste qui a été conseiller aussi à la Banque mondiale, je veux parler nommément de Joseph Stiglitz, qui nous avertissait de la complexité du développement. Et la Côte d'Ivoire, visiblement, sous les yeux de tout le monde, est en train, n'est-ce pas, d'en faire son expérience, d'en faire l'expérience. C'est une expérience extrêmement complexe. Et je veux profiter de cette tribune que vous nous servez, et tout en vraiment vous remerciant d'ailleurs, et vous dire que la Côte d'Ivoire a un gros souci de l'intérêt général. Et pour mémoire, pour faire un peu d'histoire, 1960, nous sommes une jeune république indépendante et cette république est portée par le président Félix Houphouët-Boigny avec ses contemporains aussi, qui ont pu mener avec quelques succès et aussi une sorte de débâcle. On a parlé tantôt du miracle ivoirien qui a fait, en tout cas, fait vivre à la Côte d'Ivoire une ère de prospérité qui malheureusement a connu ces heures sombres. Et tout ça, ça a eu des conséquences, et en passant par le multipartisme qui était sous le feu des revendications des populations, aussi de la nécessité de libérer l'espace politique pour permettre aux Ivoiriens, n'est-ce pas, d'avoir leur point de vue écouté dans le débat public et dans la gestion de la chose publique. Et Houphouët-Boigny est rappelé à Dieu, il est succédé par Bédié, et Bédié, lui, il est éliminé par un coup d'État, et finalement, de fil en aiguille, de crise en crise, c'est Robert Gueye qui arrive. Robert Gueye arrive, lui aussi n'a pas pu tenir la barre, et c'est finalement Laurent Gbagbo qui accède à la magistrature suprême dans les conditions, et je prends lui-même ses propres mots, calamiteuses. Aujourd'hui, c'est l'ère ado, une ère aujourd'hui que la Côte d'Ivoire connaît, qui est caractérisée de façon éclatante par des progrès dans tous les domaines, une prospérité qui fait la fierté de l'ensemble des Ivoiriens aujourd'hui, pour ne pas dire la grande majorité. Nous sommes donc à l'ère du deuxième miracle. Mais qu'est-ce que nous remarquons quand on fait une analyse globale de la situation de la Côte d'Ivoire, qui parfois met le pays en émoi? Les Ivoiriens n'ont pas encore pris conscience de
la valeur de l'intérêt général. Il y a un égoïsme ambiant qui sape tout. Le comportement d'un, entre guillemets, d'un autre, comme Tidiane Thiam, le montre très bien. Derrière, on a compté sur un des nôtres, Robert Guéhi, qui était un général charismatique, mais qui a fini par tomber parce qu'il a oublié la valeur de l'intérêt général. Donc, c'est cette communication que nous faisons ce soir, c'est pour vraiment mettre l'accent sur la nécessité d'engager en Côte d'Ivoire une formation, en tout cas à l'intérêt général. Parce que tant que l'Ivoirien ne comprend pas que l'intérêt général c'est ce qui peut encore finir le combat le plus important. La question de l'intérêt général, elle est très importante parce qu'il faut que l'Ivoirien arrive à mettre dans sa tête que ce qui compte d'abord et prioritairement, c'est la Côte d'Ivoire. Et tout le reste est secondaire et subsidiaire. Nous avons donc un travail, un challenge énorme à faire. Vous avez cité quelques exemples il y a quelques minutes, parlant par exemple, en tout cas, de l'octroi du marché des travaux publics. Vous voyez 150 milliards demandés à des entreprises ivoiriennes qui, majoritairement, ne peut cumuler dans l'année même 150 millions aussi facilement. Donc ça veut dire que notre pays, nous concitoyens, nous devons comprendre que si nous ne mettons pas l'intérêt du pays avant tout, si nous continuons à toujours privilégier nos petits intérêts, la Côte d'Ivoire aura du mal vraiment à réaliser pleinement son développement, alors qu'il y a beaucoup de richesses, mais la question de l'intérêt général semble, en tout cas, de second plan aux yeux de la majorité de la population ivoirienne. Il n'y a qu'à voir, comment on appelle ça, les détournements de fonds publics. Et la plupart des gens qui détournent ne sont pas, n'est-ce pas, ne sont pas corrigés, ne sont pas rappelés à l'ordre pour leur dire que ce qui compte, ce qu'ils volent, c'est bien l'ensemble des biens, les biens de tout un peuple, et que c'est indirectement qu'ils sont en train de mettre en péril la vie des Ivoiriens, l'avenir des Ivoiriens, en termes de l'accès à l'éducation, en termes d'accès à la santé, à la mobilité et même au renouvellement, n'est-ce pas, du mobilier urbain, ou aussi de l'accès à l'habitat moderne et décent, et aussi l'accès à ce qu'on appelle de façon générale à l'accès aux choses d'utilité courante, l'eau, l'électricité, etc., etc. Donc, j'ai fait cette communication. Je souhaite que vraiment l'ensemble des Ivoiriens, principalement les pouvoirs publics, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, essaient de se pencher sur cela dans le système éducatif, parce qu'il y a un besoin énorme de prise de conscience de l'intérêt général. La Côte d'Ivoire souffre énormément de cela, et ça demande une éducation depuis la base, depuis l'enfance, que chaque Ivoirien ait cette éducation, de sorte que dans les années à venir, les Ivoiriens puissent rentrer dans une nouvelle ère, de mettre d'abord au premier plan, excusez-moi, la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire. C'est en cela, c'est à ce seul prix que nous pourrons véritablement ouvrir le chemin du développement porté par les Ivoiriens et puis destiné aux Ivoiriens, et nous devons nous inspirer de tout ce qui se passe actuellement dans le pays pour vraiment mettre devant
la question de l'intérêt général. C'est là que nous allons nous arrêter pour vous dire merci de nous avoir écoutés, merci de toujours nous faire confiance, merci de nous soutenir et nous serons toujours là. Et je vous en fais en tout cas la promesse, avec l'aide de Dieu et sa grâce, de toujours pousser notre pays à aller plus loin et en tout cas plus fortement. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup, cher patriarche. Merci encore pour cette invitation à l'effort commun. C'est ensemble que nous réussirons. Et tout seul, on peut aller vite, mais on n'ira jamais loin. Et une société humaine, c'est l'ensemble de toutes les filles et de tous les fils qui arrivent à construire quelque chose. Chers Ivoiriens, ce que l'aîné a dit là, il dit, tant qu'on ne se met pas ensemble là, on va tous périr individuellement. Quelle que soit mon intelligence, je ne peux pas être intelligent plus que tout le monde. Mais pensez que je suis tellement malin, je vais faire mon truc à côté. Mais moi seul là, je vais tomber dans mon propre trou. Mais tout le monde ne peut pas tomber dans un même trou tous les jours. Faisons beaucoup attention. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on a fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que les étrangers nous commandent. Changeons notre comportement. Aimons-nous entre nous Ivoiriens. Mettons-nous les mains dans les mains et continuons à aller ensemble. C'est comme ça que nous pourrons faire peur aux autres et nous pourrons nous imposer. Vraiment, merci beaucoup, patriarche. Merci pour tout ce que vous avez dit. On va vous souhaiter un excellent repos et vraiment, merci de toujours venir pour donner des brillantes idées, pour surtout encourager les valeurs positives. Merci beaucoup et très Je vous en prie. prie. Bonne soirée. Merci beaucoup.